l'évolution nous a mis pour l'instant, en tout cas dans une place qui est bien la nôtre. Et comme vous le savez, nous sommes séparés, la branche des hominidés s'est séparée des autres primates. Il y a environ 7 millions, 8 millions d'années, hein, vous savez, Lucie, Toumaï, quelque chose comme ça. Et depuis, nous avons divergé chacun de notre côté, parce que les singes, les primates, les autres primates ont évolué à la même vitesse que nous, peut-être même plus vite, parce que la vitesse d'évolution est quelque chose d'assez compliqué à penser, c'est-à-dire qu'on peut évoluer plus vite dans une branche que dans une autre, ça peut arriver, mais ce qu'on peut dire, c'est que nous avons au moins 15 millions d'années de différence. 7 millions dans un sens et 7 millions dans l'autre. Donc ça, on ne peut pas y changer, c'est l'histoire des vivants et c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, comme je dis, si on prend une branche, on peut avoir des évolutions accélérées. Donc je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est passé chez les sapiens, c'est qui fait que nous sommes des bêtes, bien entendu. Je suis darwinien, je suis athée. Je ne crois pas que quand je dis nous ne sommes pas des animaux, je ne veux pas dire, je n'invoque pas d'abord de principe spirituel ou religieux. Au contraire, je suis tout à fait athée, mais j'essaie de mesurer la distance qu'il y a entre nous et nos cousins, puisque nous avons inventé nos cousins les plus proches, qui sont en fait les chimpanzés. Donc cette mesure de distance est une mesure extraordinairement importante pour savoir à quel point nous sommes et à quel point nous ne sommes pas des singes. J'avais plusieurs fois dit être et ne pas être un animal. Donc si je prends simplement... alors, la plupart des gens qui veulent nous rapprocher des collègues, des philosophes, des idéologues, qui veulent dire finalement qu'il n'y a pas de différence entre un chimpanzé et un sapiens, se fondent pour l'essentiel sur ce fameux 1,2% de différence génétique. Et je vais revenir dessus dans un instant pour montrer que ça n'a pas de sens. Nous avons 20% de différence au niveau génétique pour ce qui est des mutations avec une souris, ça veut dire que nous sommes 80% souris. Non, je ne crois pas. Vous regardez, ça ne fait pas tout à fait ça. Donc, ce 1% est dénué de sens, et je vais vous expliquer pourquoi ce 1% est dénué de sens. Donc, on va parler essentiellement du cerveau. Si vous voulez. Je suis neurologiste, comme l'a dit Stéphane. Donc, chez les primates, il y a une règle assez générale qui est qu'il y a un élément de proportionnalité entre la taille du corps et la taille du cerveau. C'est assez normal parce que un cerveau sert essentiellement à sentir et à bouger, c'est-à-dire à intégrer des éléments qui viennent de l'extérieur et à soit les fuir, soit les attraper. Je vous laisse imaginer de quoi il s'agit éventuellement. De la nourriture, ça peut être un prédateur, ça peut être un objet sexuel, ça peut être tout ce que vous pourrez imaginer. Donc cette loi de linéarité, elle est assez intéressante, et si Sapiens avait cette loi de linéarité, y obéissait, nous aurions un cerveau, vu la taille de notre corps, d'environ 500 cm3. Or, nous avons un cerveau de 900 cm3, c'est ce que j'appelle souvent les 900 cm3 de trop, ceux qui font les hommes de radio, les artistes, les suicidés, les poètes, tout ça. Donc, et c'est évidemment 900 cm3 qui ne sont pas venus n'importe où ni n'importe comment, ce sont 900 cm3 qui en plus sont distribués très différemment de chez un chimpanzé. Parce que notre cerveau a augmenté en taille, et ça c'est lié à des modifications du processus de développement du système nerveux, sur lequel je reviendrai en 2-3 minutes, parce qu'on n'a pas énormément de temps et on va laisser du temps pour la discussion avec Stéphane, bien entendu. Toute petite parenthèse, ça fait 14. Oui, mais 400 cm3. Oui, mais, voilà, non, mais c'était parce que tu l'as pas dit. 900 et 500, ça fait 1400, c'est ça? Oui. Ça dépend des cerveaux. Oui. Mais c'est pas 500. Anatole France, c'était 1200 cm3. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que la taille qui compte dans le cerveau. En plus, c'est pas la taille qui est importante. Un cerveau, c'est la surface du cortex qui est importante.
nous avons un cortex de 2 mètres carrés, d'accord, 2 mm d'épaisseur environ, et 2 mètres carrés, donc on peut se coucher dans son cerveau quasiment. Voilà. Si on l'étend, hein, c'est comme la Suisse. Si on pouvait repasser la Suisse, ce serait un grand pays des collègues. Donc je reviens à cette histoire de taille, c'est-à-dire que non seulement la taille du cerveau a augmenté, mais on a déplacé les bords. C'est-à-dire qu'on a perdu, par exemple, au niveau visuel, on a perdu au niveau olfactif, mais on a augmenté énormément au niveau de ce qu'on appelle les aires cognitives, les aires associatives, les aires linguistiques. Donc non seulement il y a 200 cm3 de plus, mais ils n'ont pas été introduits n'importe où. Ce qui fait que, vous voyez tout de suite cette différence entre le 1% soi-disant génétique et l'extraordinaire traduction que ça a simplement au niveau d'un organe comme l'organe cérébral. Donc, alors ça c'est lié à des modifications génétiques, bien entendu, parce qu'il n'y a pas un gène, oui, il y a des différents types de gènes. Il y a des gènes, par exemple, pour la couleur des cheveux, celle des yeux, et au fond, ça n'a pas tellement d'importance, hein, mais il y a des gènes qui sont impliqués dans le développement cérébral. Donc tous les gènes ne sont pas égaux. Ça, c'est la première chose. Donc une mutation peut tomber dans tel gène, ne va pas avoir le même effet qu'une mutation peut tomber dans tel autre gène. Et puis, l'essentiel du système nerveux du génome, ce n'est pas des gènes qui codent pour les protéines qui vont nous faire fabriquer des cellules, par exemple, tout ce qui est. Ce sont ce qu'on appelle des gènes régulateurs. Donc 98% du génome est ce qu'on appelle non codant. Hein. C'est énorme, hein. C'est même plus que 98%. Et si vous tombez dans une séquence régulatrice, une mutation, elle peut avoir des effets qui sont sans commune mesure avec le simple phénomène physique d'une mutation. Hein. Par exemple, si vous avez une mutation qui va faire en sorte que ça va déréguler l'expression d'un gène de développement qui est exprimé spécifiquement dans une région du système nerveux, c'est-à-dire que ce gène va s'exprimer beaucoup plus pendant plus longtemps, eh bien vous allez avoir des effets qui vont être démultipliés par rapport à simplement ce simple événement qui est une mutation, je ne sais pas moi, thymidine, adénine, comme ça. Donc vous voyez que c'est comme la bombe de l'ongle de Boris Vian. L'important c'est l'endroit où elle tombe, la mutation, d'une certaine façon. Donc, ça c'est pourquoi ce genre de mesure n'a pas véritablement de sens. Alors, qu'est-ce qui change quand on veut comparer par exemple un génome humain à un génome de chimpanzé ou un génome d'un autre mammifère, hein, je n'ai aucun mépris pour les autres animaux. Juste pour comprendre que nous sommes une espèce tout à fait particulière. Par exemple, vous avez des gènes qui ont évolué de façon très très accélérée. Donc on peut faire par exemple, on peut regarder des gènes qui sont conservés dans toutes les espèces et regarder le taux d'évolution de ces gènes, le taux de mutation. Et donc, par exemple, on voit il y a des petits ARN qui sont des gènes qui ne codent pas, mais qui sont des ARN régulateurs. On va voir que dans une classe de ces ARN, il y a eu énormément de mutations chez l'homme. C'est-à-dire que ça s'est accéléré au niveau évolutif incroyable. Et quand on regarde quel est le rôle de ces petits ARN, par exemple, donc, c'est des travaux qui sont en cours, mais il y en a un, par exemple, qui montre que ça diminue, si vous voulez, le temps qu'il faut pour un progéniteur neuronal de faire 2 progéniteurs neuronaux. C'est-à-dire, on divise les cellules beaucoup plus rapidement dans le système nerveux, donc on fait plus de neurones, par exemple. Vous avez aussi des gènes qui sont conservés dans toutes les espèces et qui sont délétés chez l'homme. Alors on ne peut pas avoir de mutation, hein, ils sont juste délétés chez l'homme. Et ce qu'on appelle les condèles, conservés, délétés. Et là, on voit qu'il y a là-dedans des gènes qui sont incroyablement importants dans le développement du système nerveux central. Puis aussi dans d'autres organes, par exemple. C'est comme ça qu'on a perdu nos canines. Hein. C'est un gène qui est aussi impliqué, sont des gènes qui sont aussi impliqués dans le développement des canines. Vous avez aussi des choses qu'on appelle les duplications de gènes, pas uniquement les mutations ponctuelles. Des duplications. Donc au lieu d'avoir 1, vous allez avoir 2, vous allez avoir 3. C'est très important ce qu'on appelle le dosage génique. Vous savez très bien, par exemple, que la trisomie 21, c'est juste une trisomie, c'est-à-dire
3 au lieu de 2. Et les effets, vous les connaissez aussi bien que moi. Donc le dosage de gènes est une chose extraordinairement délicate. Et ça, c'est lié aux régulations. C'est lié à ces éléments régulateurs qui sont les éléments essentiels, bien entendu, dans l'expression génétique. L'autre chose sur laquelle Stéphane me demandait d'insister, c'est que les gènes ne fonctionnent pas tout seuls. Les gènes fonctionnent en réseau. C'est-à-dire que l'histoire, il y a très longtemps, c'est-à-dire il y a 10 ans, on disait il y a des gènes maîtres. En particulier, les gènes de développement, ceux qui font qu'on a les mains ici et pas. Vous voyez, on a les mêmes cellules pour faire un pied et une main. Si vous prenez une main, vous la dissociez par la seule force de la pensée. Vous prenez un pied, vous le dissociez par la seule force de la pensée, vous avez les mêmes cellules. Vous avez des fibroblastes, des cellules de poils, d'ongles. Mais ici, c'est une main, et là, c'est un pied. Donc ça veut dire qu'il y a une information de type positionnel. Et ça, c'est lié à l'expression de gènes qu'on appelle les gènes de développement. Mais ces gènes ne fonctionnent pas seuls. Ces gènes fonctionnent en réseau de gènes. C'est-à-dire que vous avez toujours plusieurs gènes qui fonctionnent en même temps. Alors dans le cortex, dans le cerveau, il y a certains chercheurs qui se sont dit, tiens, on va regarder quels sont les gènes qui sont co-régulés, les gènes qui s'expriment en même temps. Et alors là, on peut faire donc des populations de gènes et on se rend compte qu'il y a des gènes qui sont particulièrement exprimés chez Sapiens, co-régulés chez Sapiens, et pas, par exemple, chez chimpanzés. Et quand on regarde ce qu'il y a dans ces réseaux de gènes-là, on voit que tiens, il y a des gènes qui sont impliqués dans la formation des synapses. Vous savez, les synapses, le système nerveux, c'est important. Et puis, il y a des gènes qui sont impliqués dans le métabolisme. Alors, je vais prendre 2 minutes, si tu veux bien, Stéphane, pour insister sur le métabolisme, parce que le métabolisme, c'est une des choses les plus magnifiques chez Sapiens. C'est une chose qui a évolué le plus rapidement. Le cerveau consomme environ 20% de notre énergie quotidienne. C'est 2% du poids du corps. Donc le cerveau est un organe qui consomme une somme d'énergie absolument fabuleuse. Et même à la limite, dans le cerveau, on est à la limite, je dirais, de la crise énergétique. C'est pour ça qu'on peut dire, je crois que sans se tromper, que l'essentiel des maladies neurologiques ou psychiatriques sont finalement des maladies métaboliques. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel, c'est que Sapiens a développé un métabolisme. Alors, pour ce qui est du cerveau, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de types cellulaires qui ne sont pas des neurones. Il y a assez peu de neurones dans le cerveau. Dans un neurone, il n'y a pas plus de 10%, dans un cerveau, il n'y a pas plus de 10% de neurones. Le reste sont des cellules accessoires. Ce sont les vaisseaux qui apportent l'énergie, ce sont les glies qui aussi apportent de l'énergie sous forme de lactate ou pyruvate. Et donc le rapport glie-neurone est plus fort chez Sapiens, en particulier dans les régions corticales antérieures que dans d'autres animaux. Donc ce truc énergétique est probablement très important et nous avons une efficacité énergétique qui est très très forte. Alors, si nous étions c'est là que la culture intervient de cette façon. C'est-à-dire que nous avons dû développer des stratégies, par exemple, de nutrition, qui nous permettent d'alimenter ce système énergétique sans passer toute notre journée à manger. Ça a l'air de rien, mais par exemple, si nous avions une diète de gorilles, qui sont des diètes essentiellement d'herbivores, qui ne font pas cuire la nourriture, des choses comme ça, eh bien, il faudrait que nous passions 13 heures par jour, 13 heures par jour à manger. Avoir inventé la cuisine est une des choses qui nous permet de nous nourrir en 1 heure ou 2 par jour. Alors maintenant, ça va plus vite que ça encore. Je ne dis pas qu'il faut s'en réjouir forcément, mais qui nous permet de passer du temps quand même à faire d'autres choses que de chercher la nourriture et de l'ingérer. Donc, ce système énergétique est un système extraordinairement important. Alors, je veux encore insister sur une autre chose, si vous voulez bien, c'est sur le côté néothénique de Sapiens. C'est-à-dire que du fait de la station de goût que nous avons évidemment inventée, faire passer le petit par là où vous imaginez qu'il passe, chez les bipèdes, ça nécessite que la tête soit assez petite, parce que sinon ça ne passe pas. Alors quoi, qu'elle soit à 4 pattes, ça passerait plus facilement, mais là, ça ne passe pas. Et donc, le cerveau naît immature chez Sapiens. Mais je ne sais pas si vous avez vu un bébé, donc c'est un gros avantage, bien entendu, c'est que l'animal, nous, se développe dans
un milieu qui est extrêmement riche, parce que le placenta, c'est pas un milieu culturellement extraordinairement riche, mais quand on est dehors, on a accès à toutes les modifications, les informations, les stimulations du milieu, et le cerveau qui se développe pendant plusieurs années après, évidemment modifié sur le plan épigénétique, et je vais dire dans une seconde, c'est comme ça que j'ai terminé, par l'information qui nous vient de l'extérieur. Donc, l'homme est un animal culturel d'une certaine façon. Donc, il y a 3 mémoires, je vais bien dans un instant. Mais ça aussi, un des avantages, cette affaire, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu des bébés déjà. Certains ont pu en faire. Certains ont pu en faire. C'est assez appétissant. Si vous êtes un tigre ou c'est quand même pas désagréable. Donc, nous étions 10 000 en Afrique, il y a environ 200, 300, 200 000 ans, ça varie un petit peu les situations, mais vous imaginez que cet animal incroyablement fragile, qui naît dans un état de nudité et de fragilité extrême, avec finalement des parents qui ne sont pas très costauds non plus. Ils ont une grande chose, c'est qu'ils peuvent courir très longtemps à cause de ce métabolisme énergétique. D'ailleurs, c'est ce qui leur permet de battre à la durée n'importe quel animal à la course et de l'attraper au bout du compte. Mais ils n'ont pas de griffes, ils n'ont pas de dents. Donc notre survie est liée à 2 choses. D'abord la technique, la capacité de produire des outils, des armes, d'inventer le feu, et puis aussi de créer des sociétés qui permettent de protéger les petits et de leur donner le temps d'arriver à un âge adulte, l'âge de la reproduction en tout cas. Donc nous sommes dès le départ des animaux techniques, et ce qui nous différencie aussi, je dirais, j'ai presque fini, ce qui nous différencie aussi des singes, je fais juste quelques traits comme ça pour qu'on puisse avoir une discussion avec Stéphane, mais ce qui nous différencie aussi des autres animaux, c'est que nous avons cette mémoire génétique, tant que les généticiens ne s'en mêlent pas. Un œuf humain donnera toujours un humain, et un œuf de poule donnera toujours une poule. C'est une manip qui ne rate quasiment jamais. C'est pas si simple, parce qu'un œuf c'est une cellule. Vous imaginez une cellule, quelques milliards de cellules plus loin, vous avez Stéphane Delis-Georges ou une poule. Et vous partez d'une cellule, donc ça veut dire qu'il y a quand même une information à l'intérieur qui est extraordinairement importante. Vous avez donc cette mémoire, qui est une mémoire génétique, la mémoire de l'espèce, le fruit de l'évolution des espèces. Vous avez la mémoire de l'individu, c'est-à-dire tout ce qui se stocke à la fois dans le système nerveux central, essentiellement, sous forme, ce qu'on appelle épigénétique, qui touche à la fois les réseaux de neurones et la modification de la chromatine. Je sais que c'est pas de me poser des questions là-dessus, donc je n'insiste pas, mais il n'y a pas de modification d'un côté des réseaux de neurones et de l'autre du génome. Vous avez une modification de la chromatine, c'est-à-dire de la structure de l'ADN dans son habillage protéique au sein des cellules. Et puis vous avez une troisième culture, qui est la culture qui se passe de génération en génération, qui fait qu'il y a quelque chose d'extraordinairement important dans notre espèce, c'est que la génération suivante part de là où elle avait laissé la génération précédente. Et avec l'invention de la culture, et en particulier depuis quelques milliers d'années, pas tellement, 2000 ans, 3000 ans, de l'écriture, eh bien, vous avez avant de la technique, vous avez une troisième forme de mémoire qui fait que notre espèce, je dirais, est comme sortie de la nature. Alors, c'est un destin tragique d'une certaine façon, parce que nous savons où nous allons, tant au niveau individuel qu'au niveau d'espèce. On pourra parler des histoires de la COP21 et de comment tout ça va mal se terminer, mais en même temps, c'est quelque chose d'assez exaltant, c'est-à-dire que Sapiens, de ce point de vue, je crois, occupe une position qui est une position, moi je pense que c'est une position tragique, et ça c'est lié à son génome, à son cerveau, à sa culture, c'est-à-dire aux 3 formes de mémoire qui nous sont soit partagées avec d'autres animaux, soit totalement spécifiques, en particulier quand il s'agit de la 3e forme de culture qui nous est. Alors, je ne dis pas que les chimpanzés n'ont pas de culture, je sais que tout de suite il y aura des défenseurs des
chimpanzés, d'abord je n'attaque pas les chimpanzés. Mais la brindille à thermite, le lavage de patates et les 3 feuilles de bananier quand même pour s'abriter de la tête, quand il pleut, c'est pas la critique de la raison pure. Voilà. Et c'est pas la bombe atomique non plus. Mais c'est pas la bombe atomique non plus, mais c'est ça qui est beau, justement. Voilà. Donc, je vous ai tracé en 20 minutes exactement. Hein, j'ai eu le droit à 20 minutes pour faire le singe. En 20 minutes, je vous ai tracé un tout petit peu le décor. Et maintenant, je suis prêt à me soumettre au feu de la critique. Se sont produites justement dans des séquences codantes d'un gène, ce qui est finalement relativement rare hein, par rapport aux mutations importantes qui se produisent plutôt dans les éléments régulateurs, comme j'essaie de le dire très rapidement. Donc c'est un gène qui a été identifié à partir de familles qui ont des problèmes au moins d'élocution linguistique et peut-être même de grammaticale. C'est un gène qu'on appelait FOXP2. Vous avez sûrement entendu parler, et qui est un des gènes qui a montré une évolution accélérée chez Sapiens. Et c'est pas un gène qui au départ est appliqué dans la cognition, bien qu'à l'arrivée il soit quand même appliqué dans la cognition. C'est un gène qui est plutôt impliqué, si vous voulez, dans la finesse des mouvements moteurs. C'est-à-dire que pour parler, il a fallu d'abord que le larynx descende d'un cran, ce qui d'ailleurs est dangereux, parce que c'est une des raisons pour lesquelles vous faites des fausses routes quand vous allez de travers. Si le larynx était plus haut, on a moins de chances de s'étrangler en mangeant sa soupe allongée, par exemple. Hein. Donc, ce qui est un cas assez fréquent pour les gens qui sont malades, soit temporairement, soit malheureusement de façon plus longue, plus prolongée. Donc, et ça, c'est un gène qui est très très fort pour contrôler la finesse des mouvements moteurs. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que de parler, mais ça demande que la langue, les dents, le larynx, les lèvres soient extraordinairement modulés dans leur façon de se mouvoir. Et c'est un processus qui est essentiellement un processus moteur au départ. Très ajusté. Donc, très ajusté. Donc de ce fait, oui, il est possible que l'invention du langage parlé, en tout cas, ait été une invention des systèmes moteurs. Chez les chimpanzés, puisque nous allons revenir aux chimpanzés, qui ne parlent pas comme les sapiens parlent, bien sûr, qui s'envoient quelques signaux, je ne vais pas imiter les chimpanzés, je ne vais pas effrayer les masses, mais tu pourrais le faire. Oui, je pourrais, oui, sûrement. Mais il y a l'imitation avec les mains. Hein, donc en fait, il y a des théories qui veulent dire qu'en fait, ces neurones qu'on appelle les neurones miroirs, par lesquels un singe peut en imiter un autre, ou supposer ce qu'il pense d'une certaine façon, pour les singes les plus évolués, je sais que je ne voudrais pas trop parler d'intentionnalité, mais je pense que on aurait voulu m'en faire parler. Mais qu'au fond, cette espèce de langage de mimétisme et d'essayer de s'imaginer ce qui se passe dans la tête de l'autre, parce que vous voyez un singe manger une banane, l'autre singe qui voit le singe manger la banane va avoir des neurones moteurs ou prémoteurs qui vont se mettre en activité, comme si lui-même mangeait une banane. Donc il y a des gens qui pensent que ça pourrait être l'origine du langage, ouais, comme ça. Oui, ça c'est bon. Alors je suis pas, c'est pas du tout ma spécialité. Moi, je parle exactement comme quelqu'un qui lit le journal, un journal scientifique, mais c'est pour ça que je ne tiens pas tellement à ce qu'on aille me chercher trop là-dessus. Je suis plus à l'aise dans la génétique et l'épigénétique. N'allez pas me mettre en difficulté. Alors, c'est très important pour le cerveau, bien entendu, parce que c'est une machine métabolique tout à fait extraordinaire, qui fait énormément ce qu'on appelle l'ATP, c'est-à-dire la source de l'énergie. En même temps, beaucoup de radicaux libres, parce que chaque fois qu'on fait de l'ATP, on fait aussi des radicaux libres qui ne sont pas forcément bons pour le cerveau, donc ça, c'est un équilibre assez compliqué. C'est pour ça que je parlais des maladies cérébrales, qu'elles soient psychiatriques ou neurologiques, d'origine métabolique, entre guillemets. Mais pour ce qui est de l'efficacité métabolique, la course à pied en l'occurrence, oui, nous sommes les seuls animaux qui peuvent courir 40 km. Il n'y a pas de marathonien chez les antilopes.
pas mal de travaux qui ont été faits qui montrent que un humain, bien entraîné, peut courir derrière une antilope et finalement l'épuiser à la course de telle sorte qu'il n'a plus qu'à la ramasser pour la manger. Il n'y a que Sapiens qui peut faire ça. Alors c'est lié à la position bipédique, hein. C'est aussi lié au fait qu'il a perdu sa fourrure, comme vous savez. Pas partout, mais presque partout. Et on peut noter aussi que c'est une des conditions de son essor diasporique. Tout à l'heure, vous disiez qu'au début, la tribu primitive, grosso modo, pour l'appeler comme ça, était quelques milliers. Et là, on peut évidemment changer de milieu, on peut s'adapter, parce qu'aussi, il y a cette endurance de marche. Mais Sapiens a utilisé, c'est la seule espèce qui occupe 75% de la surface de la planète. Malheureusement, aucune autre espèce ne peut. Malheureusement, je ne crois pas. On a même été sur la Lune, au cas où vous étiez là en 62. Donc, il fallait le faire quand même. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas être sensible à la beauté poétique de cette chose. En 1912, vous aviez ces malheureux avions ridicules, hein, ou 1907, qui faisaient 100 mètres, qui faisaient s'écraler le nez par terre. 50 ans plus tard, vous êtes sur la Lune. Hein, c'est quand même un bond qui a une force poétique, et donc qui n'aime pas la science. Je ne vois pas comment on peut ne pas aimer la science. C'est probablement quelque chose, c'est pas uniquement de la technique, il y a quelque chose là qui est de l'ordre de la beauté quand même. Enfin, moi, ça me fascine, même si le résultat, à terme, mais enfin, toutes les espèces ont un début, un milieu, une fin. Peut-être que la nôtre viendra plus vite. Il faudra juste en profiter avant. Et après. Alors, il y a un autre point aussi qui peut être dans le problème. Vas-y, excuse-moi. Non, mais parce que. Excusez-moi. Je voudrais simplement expliquer. Juste en traiter une tout de suite, oui. Qui est celle des gènes de développement. Elle est très importante, la question des gènes de développement, parce que, je vous disais tout à l'heure, vous prenez un pied, vous le dissociez, et ça fait les mêmes cellules, si vous prenez une main et vous la dissociez. Mais quand ces cellules s'organisent au niveau ici, ça fait une main, et quand c'est à ce niveau-là, ça fait un pied. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a un code des interactions cellulaires, qui fait que les cellules, les mêmes cellules en une position 1 et les mêmes cellules en une position 2 ne vont pas faire le même organe. Et ça, c'est lié à des gènes qui sont des gènes qui codent, qui ont ce qu'on appelle de l'information positionnelle, et qui sont des gènes de développement, de l'apomidéox, dont on parlait, mais ou d'autres s'appellent. Donc, quand on a découvert, quand ces gènes ont été découverts, en particulier à la suite de modifications monstrueuses chez les mouches, la mouche drosophile, on a fait un énorme progrès dans la biologie. Je pense que c'est un progrès décisif parce que le vivant, ça se définit par rapport à. Nous sommes faits de matière, bien entendu, nous sommes faits de molécules, nous sommes faits d'atomes. Mais s'il y a une science du vivant, c'est une science de l'évolution, du développement et de la reproduction. Donc, tout ce que les cailloux ne font pas, hein, encore. Pour faire une théorie des vivants, il fallait comprendre comment la génétique, le développement et l'évolution étaient liés. Et la découverte de ces gènes a permis de faire le lien entre ces trois phénomènes, parce que les modifications de forme au cours de l'évolution sont évidemment liées avec les modifications de ces gènes morphogénétiques, hein, ou de la régulation de leur expression, essentiellement. Donc, quand on a mis la main sur ces gènes, on a probablement mis la première pierre dans l'élaboration d'une véritable théorie des vivants qui subsume toutes ces trois caractéristiques qui caractérisent le vivant. Donc, pour un théoricien, c'était un moment tout à fait exceptionnel. Alors, pour ce qui est de génétique et d'épigénétique, et ensuite un tout petit peu d'individuation, justement. Pour ce qui est de génétique et d'épigénétique, c'est pas une histoire tout à fait nouvelle. Hein. Weissmann, au XIXe siècle, avait distingué ce qu'on appelait la lignée germinale de la lignée somatique. Les cellules fibroblastiques, les cellules nerveuses, n'expriment pas les mêmes gènes. Hein.
que si une cellule nerveuse exprimait les mêmes cellules qu'une cellule musculaire, elle ne serait pas une cellule nerveuse, elle serait une cellule musculaire. Ce qui veut dire que parmi tous les gènes qui sont conservés, plus ou moins, dans toutes les cellules, il y en a qui sont silencieux et il y en a qui sont non silencieux. Ils ne sont pas les mêmes en fonction des différents types cellulaires. Donc Weissman, lui, pensait que tous les gènes étaient présents dans la lignée germinale, puisqu'on passe à la génération suivante, mais que quand on devient un neurone, on perd certains gènes, et quand on devient un fibroblaste, on perd d'autres gènes. En fait, ce n'est pas le cas. On a toujours tous les gènes. Toujours ou presque. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais en gros, on a presque toujours tous les gènes. Et la question, c'est de savoir comment se fait-il que dans cette type cellulaire, c'est telle catégorie de gènes qui s'exprime et dans telle autre, c'est telle autre. Il y a eu plein d'expériences qui ont été faites pour essayer de comprendre ça. Et les plus récentes sont celles qui ont fait un bruit extraordinaire il y a simplement en 2008, quand un groupe japonais a montré qu'on pouvait prendre un fibroblaste et lui faire subir un traitement en lui exprimant 4 gènes et le transformer en cellule embryonnaire, c'est-à-dire refaire entièrement une souris à partir d'un fibroblaste ou d'une cellule musculaire. Et donc on a montré qu'on pouvait faire marche arrière, c'est-à-dire effacer les marques épigénétiques qui font que c'est tel lot de gènes qui s'exprime et pas tel autre. Et revenir à un état pluripotent, c'est-à-dire une cellule qui peut tout faire. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que vous avez dans votre génome des modifications qui sont liées essentiellement à des protéines qui sont, on appelle des histones, qui sont modifiées, ou à des méthylations de ce qu'on appelle des cytidines, c'est-à-dire des CPG méthylés, essentiellement, et pas uniquement des CPG maintenant, en tout cas des cytidines méthylées, sur la cite. qui font que on va faire ce qu'on appelle de l'euchromatine, où les gènes sont exprimés, et de l'hétérochromatine, là où les gènes ne sont pas exprimés. Et ça, c'est évidemment quelque chose de fascinant, parce que au cours du développement, évidemment, vous allez d'un coup modifier les marques épigénétiques. Alors, c'est fascinant d'un point de vue développemental. Et si vous pensez à un système nerveux, c'est aussi extraordinairement fascinant parce que ça a à voir avec le processus d'apprentissage. Nous, chaque année, chacun d'entre nous recompose l'essentiel de son corps. C'est-à-dire nous regagnons 80 kg en cellules tous les ans. Donc, pour le cerveau, on perd des neurones, on en remet, il y a de la neurogenèse dans le cerveau, moins de reproduction dans le cerveau, il y en a un petit peu. Mais il faut voir qu'au fond, si vous prenez Stéphane Delisgeorges il y a 10 ans et Stéphane Delisgeorges aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes cellules, à part quelques vieux neurones qui sont restés Très usagés. Donc très usagés. Et pourtant, quand je l'ai revu, ça faisait 10 ans qu'on ne s'était pas vu, je l'ai immédiatement reconnu. Ça veut dire qu'il y a de la morphogénèse chez l'adulte, et que cette morphogénèse, elle continue de suivre une sorte de plan, ce même plan dont je parlais avec les gènes homéotiques, les gènes LOX, etc., comme ça, et qu'on retrouve les mêmes marques épigénétiques d'une certaine façon. Il s'est trompé, il a une mauvaise mémoire. Non, il a dit 10 ans, non, il a été invité à France Culture il y a 3 ans, 2 ans, quand son est. Oui, mais il y a des trucs que j'ai pas. Oui, d'accord, d'accord. Je suis un type un peu faible, j'oublie des choses. Donc, alors, pour ce qui est des neurones, il y a des périodes d'apprentissage très très importantes. Alors, on appelle ça des périodes critiques. Au cours du développement, il y a des périodes où on est obligé d'adapter son cerveau à l'environnement. Il y a une période très importante que vous avez connue, qui s'appelle la puberté, par exemple, où les hormones débarquent, et c'est une véritable métamorphose physique. Vous ne voyez plus le monde de la même façon. Le monde, entre guillemets, ne vous voit plus de la même façon, et vous-même, vous ne voyez plus tout à fait de la même façon quand vous mettez dans une glace, d'accord, au moment de cette transition. Et c'est quelque chose d'extraordinairement violent. Et à ce moment-là, se passent des choses dans le cerveau qui fait que votre cerveau doit s'adapter à ça. Donc ça, ce sont des périodes critiques. Il y en a aussi pour la vision binoculaire, il y en a pour l'apprentissage des langages, il y en a pour l'apprentissage de la musique. Vous savez bien qu'on n'apprend pas une langue étrangère aussi bien à 25 ans qu'à 4 ou 5 ans.
plasticité épigénétique très très forte pendant cette période, qui se perd un peu chez l'adulte, mais qui ne se perd pas complètement. C'est-à-dire que... Non, je voudrais simplement poser le problème, parce que je suis très curieux de la réponse. Il y a une chose qui est singulière, c'est que donc il y a cet alphabet. Je vais dire les choses de façon évidemment très grossière et métaphorique, qui est le code génétique, donc avec un certain nombre de gènes. Et cette affaire d'épigénèse actuelle, avec ces groupes méthyl, c'est qu'il y a des groupes qui se mettent et qui ont des compositions différentes et qui viennent se loger entre ces différents gènes. Et là, ça donne une singularité à l'ensemble, c'est-à-dire que c'est ça le coup de la lecture, ou plutôt il y a l'écriture et puis ensuite eh bien, il y a lire la phrase. Bon. Et pour faire l'image de façon forte, il y a un dogme qui n'a évidemment jamais été trahi en théorie de l'évolution, darwinisme, en néo-darwinisme strict, c'est qu'il n'y a pas d'hérédité des caractères acquis. C'est le coup de la girafe qu'elle a passé, la longueur du cou de la girafe qu'elle a passé à ses enfants, à force de s'être étirée pour bouffer les épines d'acacia, ça marche pas, c'est pas comme ça. C'est une mutation, ainsi de suite. En tout cas, il y a quelque chose qui a été testé, c'est qu'avec ces affaires de méthylation, il y aurait de façon transitoire quelque chose qui resterait, j'ose pas, un autre mot, et en particulier des gens qui ont connu des disettes et qui en ont souffert psychologiquement et qui donc ont eu des traumas psychologiques à partir de là, eh bien on les retrouve 2 générations après. Ça a été testé, je ne sais pas quelle est la validité, la reproductibilité là encore de cette expérience, mais des gens qui sont des descendants de ceux qui ont connu la Shoah ont des troubles très apparentés à cette angoisse dont on se doute bien qui a saisi les gens. Je vais revenir là-dessus si j'ai le temps. Donc, je vais quand même continuer un tout petit peu, si tu veux bien, sur cette accord d'apprentissage, parce que c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que nous continuons à avoir, au cours de la vie adulte, une capacité d'apprentissage qui reste ouverte. C'est-à-dire que, je dis souvent, on ne se met jamais 2 fois dans la même personne. Et ça, c'est très important pour les sapiens, parce que nous nous reproduisons, mettons à 2, on en fait 2,1, ça nous prend une quarantaine d'années, et l'adaptation à l'environnement ne peut pas être liée sur une sélection génétique, comme chez un ver nématode ou une bactérie. C'est fait que la charge de l'adaptation au milieu est liée à ce qu'on appelle l'individuation. Donc, et quand vous faites une modification de votre réseau neuronal dans le système nerveux qui vous permet en fait d'apprendre, de comprendre, d'apprendre, éventuellement de produire les objets techniques qui vont être nécessaires, par exemple, pour anticiper ce qui va se passer avec les 2 degrés qu'on va prendre dans les 50 ans qui viennent, fabriquer des mécanismes pour stocker le carbone, faire de la transgénèse animale, pour faire des animaux adaptés au climat qui vont arriver, pour une certaine nutrition, etc. Ça, c'est le cerveau qui va évidemment inventer ces choses-là. Et ces modifications des réseaux neuronaux qui font qu'on construit des stratégies adaptatives au niveau de l'individu s'accompagnent évidemment aussi de modifications épigénétiques au niveau des chromosomes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rendre indépendant ce qui se passe au niveau de la construction d'un réseau de neurones de ce qui se passe au niveau d'une modification de la structure de la chromatine. Donc ça, c'est pour ça qu'on a une mémoire stable, parce que ce qui se passe à la synapse renvoie à ce qui se passe au niveau du noyau. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que par le fait que nous sommes sapiens, c'est que nous avons, c'est pas à l'extrême, parce que ça existe aussi chez les autres animaux, bien entendu. Je ne veux pas dire que nous sommes des animaux, donc ce produit d'évolution, donc il y a des choses communes chez les animaux et chez nous. C'est poussé à l'extrême chez Sapiens, cette force d'individuation qui fait que, au fond, nous sommes capables d'inventer et de nous modifier au niveau individuel pour répondre aux défis qui sont portés par les modifications de l'environnement. Ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, pour répondre à l'autre question, alors la question
du lamarckisme. Je pense que c'est tout à fait faux. Je vais vous donner un exemple. Il y a une partie du génome humain qui est très importante et qui est plus ou moins silencieuse, mais c'est 40% du génome humain est constitué par ce qu'on appelle des rétrotransposons, c'est-à-dire de l'ADN sauteur. C'est-à-dire que vous avez des séquences qui sortent, qui font de l'ARN, qui sont transformées en ADN, qui se réinsèrent dans le génome. Et la plupart de ces transposons sont fossiles, c'est-à-dire que ça ne saute plus. Mais ce sont d'anciens fragments d'ADN qui ont sauté, qui sont fossilisés dans le génome. Ils codent pour des ARN qui sont des ARN régulateurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas entièrement silencieux, mais ils sautent assez peu. Mais nous avons encore dans notre génome une centaine de transposons qui sont actifs. C'est-à-dire qu'ils sont capables de sortir, de se rétrotransposer et de se réinsérer. Et ça provoque des mutations, bien entendu. Ça provoque des modifications. Ça se fait essentiellement, et peut-être pas, dans des cellules qui sont capables de se diviser. Si une chose comme ça se passe dans un neurone, si une chose comme ça se passe dans un muscle, ça ne va pas passer à la génération suivante. Alors il faut croire aux théories de Weissman. Mais si ça se passe dans une cellule germinale, alors évidemment cette mutation qui se passe dans une cellule germinale peut passer à la génération suivante. C'est pour ça que ces phénomènes de rétrotransposition sont inhibés très très fortement au niveau des cellules germinales par une classe de protéines qu'on appelle, excusez-moi, piri, d'accord? Mais dans un cas de stress très très important, eh bien, il y a une inactivation de ces phénomènes de répression de la rétrotransposition. Et à ce moment-là, vous allez avoir la génération de mutations très importantes, y compris au niveau des gonades. Et s'il y a une solution qui est trouvée, une situation de stress, par quelques spermatozoïdes, ou ovules, mais essentiellement spermatozoïdes, parce qu'il y en a quand même plusieurs centaines de millions à chaque fois, eh bien, il peut arriver que le gagnant, celui qui va pénétrer l'ovule, ait eu une mutation liée au stress de l'individu qui portait. Et donc là, vous avez une mutation qui peut être une adaptation, ou pas d'ailleurs, mais qui va, puisque c'est dans la lignée germinale, se propager à travers les descendants. Et ça a été démontré par une dame tout à fait extraordinaire qui s'appelle Suzanne Lindquist, qui a travaillé chez la mouche drosophile. C'est des mouches drosophiles qu'on a fait pousser dans des milieux qui inactivent ce qu'on appelle des protéines de Hitchcock, des protéines qui stabilisent en fait, qui sont très importantes pour avoir un développement stabilisé. Alors, quand on inactive ces protéines, on fait des monstres, comme nous, quoi. Ah non, mais vraiment vilain, les monstres. Des vrais monstres. Vous voyez des mouches qui ont des poils dans les yeux, des trucs absolument épouvantables, mais elles sont capables de survivre dans des conditions qui sont tout à fait inhabituelles, c'est-à-dire avec des protéines de Hitchcock extrêmement fragilisées, voire inactivées par ce qu'on appelle la gétamamycine, qui est une drogue. Et au bout d'une vingtaine de générations, on retire la drogue et on se rend compte que les mouches ont toujours des poils dans les yeux et on se dit, bon ben voilà, l'hérédité des caractères acquis. En l'occurrence, non. C'est parce que les mouches qui ont été sélectionnées sont des mouches qui ont été sélectionnées à partir de mutations dans les lignées germinales qui ont fait qu'elles ont trouvé la solution génétique. C'est du darwinisme, mais c'est plus du darwinisme au niveau de la compétition interindividuelle des individus, c'est du darwinisme au niveau de la compétition interindividuelle des cellules germinales, ce qui est complètement différent. Mais ça reste un darwinisme, c'est un darwinisme cellulaire dans ce cas-là, d'accord? Donc il faut faire très attention. Parce que ce que je dis est peut-être faux d'abord. Qu'est-ce qu'on a vu des effacements? Est-ce qu'on a vu des effacements dans les effacements avec l'épigénétique? Puisque, si j'ai bien compris ce que dit à un certain moment Edith Heard, mais vous êtes concerné aussi dans le développement du cerveau, ce qui était par exemple une certaine signature ou une certaine lecture épigénétique peut complètement s'effacer. Ça ne va pas passer 3 générations. Il n'y a pas les marques, ce qu'on appelle les marques épigénétiques, sont des marques métastables. C'est-à-dire que sinon, on ne pourrait pas prendre un fibroblaste et le transformer en cellule germinale pour refaire une souris complète. C'est-à-dire que les manipes qu'on a fait en 2008 à partir de fibroblastes avec la transfection de 4 gènes, et d'un coup, j'ai effacé toutes les marques épigénétiques et j'ai refait une cellule capable de faire une véritable souris, c'est-à-dire se comporter comme un œuf. Eh
eh bien, ça veut dire que ces marques sont évidemment pas totalement stables. Il n'y a rien de véritablement stable dans la nature. C'est un truc qui est même des marques épigénétiques. Donc, et d'ailleurs, au cours du vieillissement, ce qui se passe, c'est que justement, il y a des marques épigénétiques qui se modifient. Par exemple, si vous avez une maladie neurologique qui est liée à une mutation, par exemple, il y a des formes familiales de maladie de Parkinson, ça existe, vous n'attrapez jamais avant d'avoir 40 ou 50, voire 60 ans, même si la mutation est là depuis le début. Le bébé n'est pas parkinsonien. Il ne devient parkinsonien, le bébé, que quand il atteint 50 ou 60 ans, même si la mutation était là depuis le départ. Et ça, c'est lié au vieillissement progressif de la cellule qui, à un certain stade de vieillissement, devient beaucoup plus sensible à la mutation. Et ce vieillissement progressif, c'est justement des modifications des marques épigénétiques liées aux radicaux libres pour l'essentiel. Et donc, vous avez une déstructuration de votre entérochromatine, et là, tout d'un coup, vous avez une expression illégitime de gènes qui sont normalement réprimés. Ça participe du vieillissement, et oui, voilà, la catastrophe s'ensuit. C'est-à-dire que nous en sommes, beaucoup d'entre nous dans cette salle, nous vivons cette catastrophe de façon quotidienne. Voilà. Mais bon, alors, c'est la vie. C'est la vie aussi. Ça peut être d'autres espèces animales qui gagnent parce qu'elles seront mieux adaptées aux conditions que peut-être nous-mêmes avons contribué à créer en déréglant un certain nombre d'éléments climatiques. Donc, pour respecter simplement votre demande, parce qu'il y a un quiproquo possible et quelque chose qui vous agace, donc là il reste 1 minute pour l'exprimer, et là encore pour lever l'ambiguïté, mais vous avez le sentiment, l'impression qu'il y a une espace qu'on peut voir à travers une certaine façon de magnifier la nature, de mobiliser un concept de nature de façon presque religieuse, et là ça vous agace aussi. Oui, je pense que la nature est devenue une nouvelle religion. L'homme fait partie de la nature, et en même temps il a été expulsé de la nature à cause de ce cortex monstrueux. Donc si on voulait laisser faire la nature, voilà, eh bien laissons faire la nature, l'homme va disparaître. L'homme, l'animal humain, ayant par les artefacts qu'il a créés, la température va monter de 4 degrés. Le cyborg n'est pas loin. On peut laisser faire, et puis voilà, c'est pas très grave. Voilà, on en aura profité avant, et puis c'est terminé. C'est ce que j'appelle l'essence tragique de l'espèce humaine. Et ce qu'on peut aussi, c'est utiliser justement ce cerveau extraordinaire que nous avons pour nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, c'est-à-dire créer les outils techniques qui font qu'on va pouvoir lutter contre ces modifications que nous avons créées nous-mêmes. Donc quand le résultat de la pensée de nos collègues, c'est de dire finalement laissons faire la nature, je pense que c'est une proposition de type religieuse. Voilà, donc comme je suis tout à fait athée, je n'aime pas non plus la religion